Des garde-fous ont-ils été retirés du texte sur l'aide à mourir? Depuis la fin des débats en commission spéciale à l'Assemblée vendredi dernier, des voix alarmistes se font entendre. La ministre de la Santé, elle-même, Catherine Vautrin, dit ne plus reconnaître complètement son texte de loi. Alors, qu'est-ce qui a changé? Sur l'engagement du pronostic vital, sur le choix du patient, sur son consentement, on va essayer de démêler le vrai du faux ce soir dans ce débat de députés, de soignants. Bonsoir Daniel Simonet. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député LFI de Paris, membre de cette commission spéciale qui examine donc ce projet de loi depuis plusieurs semaines. Il y a eu des auditions et maintenant vous avez terminé l'examen du texte en lui-même, tout comme vous, Annie Genevard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Les Républicains du Doubs. Bonsoir Valérie Ménage. Bonsoir. Bienvenue, neurologue à l'hôpital Foch de Suresnes et membre du collectif pour un accompagnement soignant solidaire. Enfin, bonsoir Alexis Burnot. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau, médecin urgentiste, chef du service des soins palliatifs de l'Institut Curie et membre de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Clément Beaune, vous serez amené évidemment à suivre ce débat et à voter dans l'hémicycle. Vous intervenez quand vous le souhaitez. On commence par planter le décor, un projet de loi réécrit jusqu'où? C'est dans le récap de Bruno Donnet qu'on accueille tout de suite. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, une loi d'équilibre chamboulée. Oui, une loi d'équilibre, Myriam, c'est avec cette formule qu'Emmanuel Macron résumait il y a peu la loi sur la fin de vie qu'il appelle de ses voeux, une formule du reste immédiatement reprise par la présidente de la commission spéciale. J'aimerais que l'équilibre du texte soit respecté. Nous avons, je crois, trouvé cette petite ligne de crête et j'aimerais qu'elle soit respectée. C'était il y a tout juste un mois. Agnès Firmin-Lebaudot se réjouissait que les députés aient trouvé un accord équilibré. Seulement voilà, cette semaine, patatras. La petite ligne de crête s'est brusquement transformée en une énorme ligne Maginot. En langage parlementaire, on appelle ça un verrou. Un verrou dans les 5 verrous pour l'éligibilité qui a été profondément modifié. Et à titre personnel, je pense vraiment que la suppression ou la modification de ce verrou élargit les conditions d'accès de l'aide à mourir. Et à titre personnel, je ne le souhaite pas. Alors que s'est-il passé pour que la loi d'équilibre se retrouve à ce point déstabilisée? Eh bien, tout s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi. Réunis en commission spéciale, les députés ont voté à une très large majorité en faveur d'un projet de loi. Accompagnement des malades et de la fin de vie, qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Le hic, c'est que le projet qui a été adopté diffère très largement de la petite ligne de crête qui avait été initialement proposée. Pourquoi? Eh bien parce qu'un certain nombre de garde-fous ont été supprimés. Alors lesquels précisément? Où se situent les points de tension? Alors les principaux points de discorde, Myriam, sont les suivants. À l'origine, l'aide médicale à la fin de vie devait être réservée aux seuls patients dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Mais désormais, une phase terminale ou avancée de la maladie pourrait être invoquée. Au commencement encore, la volonté du patient d'en finir médicalement devait être exprimée explicitement jusqu'au terme du processus d'aide à mourir. Seulement voilà, les députés ont introduit un amendement afin qu'une demande d'aide à mourir puisse être formulée dans des directives anticipées en cas de perte de conscience et ce, de manière irréversible. Mais ce n'est pas tout. Un autre amendement, dit d'exception, devrait permettre le libre choix du patient entre suicide assisté et euthanasie, là où le suicide assisté était jusqu'ici la règle. Enfin, les députés ont également voté pour la création d'un délit d'entrave à l'aide à mourir qui pourrait être puni d'1 an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Des propositions qui vous ont conduite, vous, Annie Genevard, à formuler une mise en garde extrêmement solennelle. C'est une journée noire et je pense que nous devons mesurer à quel point nous avons fait hier sauter un certain nombre de digues. Alors voilà, ce projet de loi n'a pour l'heure strictement rien de définitif. Il y aura au total 4 lectures du texte, néanmoins après la bronca de nombreux députés. Après la prise de distance exprimée par Agnès Firmin-Lebaudot elle-même et après la condamnation d'une partie de la presse, le petit chemin de croix a des airs de petit chemin de crête à des airs de chemin de croix, au point que l'aide à débattre dans la dignité voit déjà son pronostic vital engagé. Merci
pour la chute et pour ce papier complet, Bruno. On va commencer par... Il y a beaucoup de choses, hein, on ne va pas tout... on aura du temps, on va faire beaucoup de débats sur LCP, mais on va parler d'abord de cette notion du pronostic vital engagé, moyen, long terme, remplacé par une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. Daniel Simonet, vous avez voté pour cette réécriture. Pourquoi précisément et pourquoi pensez-vous que la version initiale du texte n'était pas adaptée ? Alors d'abord, il y a une position de principe. Ce texte de loi, en permettant l'aide à mourir, eh bien, garantit un droit, une ultime liberté, qui fait que dans une situation extrêmement difficile, on puisse être maître de la façon dont on souhaite éteindre la lumière. Maintenant, dans la proposition de loi initiale, la référence au diagnostic vital engagé à court ou moyen terme posait plusieurs problèmes. Parce que d'abord, moyen terme, personne n'était en capacité de le définir. Et surtout, ça excluait du droit de l'aide à mourir des personnes, par exemple, je vous donne un cas, une personne qui a eu un accident extrêmement grave, qui ne peut plus bouger aucun de ses membres et qui ne peut plus échanger que par un clignement d'œil. Il doit pouvoir relever de sa volonté, de pouvoir dire, écoutez, là, j'estime que je ne suis plus en vie, mais en survie, et que ça n'a plus de sens, et je souhaite pouvoir éteindre la lumière. Donc ça veut dire que le moyen terme ne permettait pas de faire accéder à ce droit d'aide à mourir un certain nombre de malades. Pour les personnes qui peuvent être dans une situation catastrophique, ils subissent des souffrances physiques et psychologiques réfractaires à tout traitement. Ils sont dans une situation totalement incurable, mais leur pronostic vital ne peut ne pas être engagé. Donc nous souhaitions que dans le cadre des conditions que j'ai bien précisées, elle puisse, elle aussi, pouvoir y avoir accès. Et donc la nouvelle écriture est atteinte d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, avec toujours et présenter une souffrance physique. Les autres conditions sont maintenues, il faut être très bien clair. On va les voir s'afficher. Voilà, ça me semble le consentement libre et éclairé, être majeur, souffrir de façon physique ou psychique avec souffrance réfractaire ou insupportable et nationalité française. Mais cette question du pronostic en vital ou résident en France engagé, absolument. Elle est centrale. On le sentait très bien dans les auditions, Annie Genevard. Beaucoup disaient. Les soignants le disaient, la Haute Autorité de Santé l'a dit aussi. Ça nous rend perplexes parce que raisonner en termes de temps qui reste à vivre, ça n'est pas évaluable par les soignants. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, je voudrais dire en écho à ce que vient de dire Daniel Simonet qu'à l'éthique de liberté dont elle vient de parler, moi je voudrais ajouter, pas opposer, mais ajouter celle de la fraternité et de la vulnérabilité. Au fond, ce pourquoi je plaide, c'est de pouvoir assister une personne en grande vulnérabilité jusqu'au terme de sa vie. Je crois que c'est l'essence même du soin, c'est l'essence même des soins palliatifs, qui est une magnifique expression du soin et de l'humanité, de l'humanisme. Il y a un volet soins palliatifs dans le texte, une stratégie décennale pour investir. Parce qu'en fait, il y a deux logiques qui s'affrontent. Les soins palliatifs, c'est accompagner la vie jusqu'à la mort, tandis que l'aide active à mourir par suicide assisté ou par euthanasie, on interrompt le cours naturel de la vie. Pas les opposer. Moi, je les oppose. Après, chacun est dans son sentiment. Alors, sur le pronostic vital engagé, c'est vrai que c'est le verrou majeur, celui qui a sauté quasiment en premier. Et pour nous, c'est vraiment un franchissement très grave parce que ça ouvre l'éligibilité, le champ d'application de cette loi s'en trouve évidemment élargi. Nous étions déjà perplexes sur la formulation initiale. Pronostic vital engagé à court terme ou à moyen terme. Le moyen terme, dans les auditions, deux personnes auditionnées sur 3 ont dit le moyen terme, on ne sait pas bien l'évaluer. Donc il y avait déjà un biais, une incompréhension. Mais c'est justement pour répondre à cette impasse qu'il n'y a plus de référence à un temps. Est-ce qu'on peut davantage définir une affection grave et incurable à un stade avancé ? Quelqu'un dans le débat a dit, mais dès lors qu'une maladie grave se déclare,
elle est en cours d'avancement, elle avance, elle progresse, elle chemine dans l'organisme. Donc en phase avancée ou terminale, c'est en phase avancée ou terminale. On n'est pas au terme de la vie. Hein. Donc là, il y a un verrou essentiel qui a sauté, mais il y en a 6 autres qui ont sauté. On y vient, mais déjà, si on arrive à déplier celui-là, on aura réussi notre mission sur LCP. Valérie Ménage, vous êtes neurologue. Je voudrais, avant de vous entendre sur la question même de cette expression phase terminale ou avancée, comprendre la pratique dans les hôpitaux. Vous suivez des patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui s'installe dans la durée, avant la perte complète d'autonomie. Est-ce que vous savez pratiquement évaluer le moyen et court terme? Absolument pas. Ce critère temporel, encore une fois, comme la plupart des soignants, quelle que soit leur position par rapport d'ailleurs à l'ouverture ou non vers une aide active à mourir, puisqu'on est encore dans certaines oppositions, aucun des soignants n'a pu dire qu'il pourrait effectivement définir le moyen terme. Et puis il y a aussi cette, si ce n'est crainte, de rappeler déjà dans la loi Claes-Leonetti à quel point ça avait été conflictuel. Et pourtant c'est plus facile de définir le court terme, mais où on avait vu le champ se restreindre quand la HAS avait, la Haute Autorité de Santé, considéré que le court terme était de l'ordre de quelques heures à quelques jours, et c'est un des freins à l'application de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est vrai que cette loi est peu appliquée par les soignants. Donc, la crainte que nous avions en voyant ce moyen terme, au-delà du fait qu'on ne puisse pas le définir, c'est qu'en plus, en confiant à nouveau à la Haute Autorité de Santé cette responsabilité de le définir, qu'on se retrouve dans les mêmes effets pervers que la loi Claes-Leonetti, d'une part. Et d'autre part, le fait effectivement que c'est corrélé à un pronostic vital, quand il nous semble, dans ces demandes d'aide à mourir, et là c'est la neurologue qui parle, qu'on est effectivement dans des demandes alors même que la personne n'est pas en fin de vie telle qu'on pourrait essayer de le définir. Expliquez-nous comment elles se présentent, ces demandes. Vous suivez donc des malades atteints de Parkinson, par exemple, sur les derniers mois, vous en avez eu, notamment, qui vous ont été présentés notamment avec effectivement des patients qui sont dans ces demandes, bien évidemment auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui, et qui sont effectivement dans ces demandes d'aide à mourir, alors même que leur fin de vie n'est pas prochaine ou imminente. Qui sont dans ces situations, encore une fois, ces parcours sont extrêmement longs. Une maladie de Parkinson qui arrive à un stade avancé, et c'est beaucoup plus facile médicalement de définir ce qui est un stade avancé, tout en sachant que ça n'est pas forcément corrélé à une fin de vie prochaine. Mais c'est défini par des critères de gravité. Dans le cas de la maladie de Parkinson, c'est lorsqu'il commence à y avoir des chutes, une perte d'autonomie physique, des hallucinations, des troubles cognitifs qui commencent à émerger. Or, à partir du moment où ces signes-là qui nous font définir le stade avancé apparaissent, encore une fois, leur pronostic vital n'est pas engagé à quelques mois. Et on est incapable de savoir quelle va être leur survie. Vous, comme soignante, vous attendez, au fond, de la Haute Autorité de Santé. Je précise que si c'est la question du délai initial qui est choisi, ça n'est pas aux parlementaires d'écrire 6 à 12 mois, comme on a pu entendre proposé par la ministre de la Santé. Ce sera la Haute Autorité qui réfléchira à un nombre de mois ou d'années. Vous attendez un délai, un temps, où vous voulez que les choses soient plus souples pour permettre, après décision collégiale des médecins, de faire le geste si c'est le cas rempli par la loi. En tout cas, si on se réfère à ce qui se passe dans les pays étrangers, et on rappelle qu'aucun des pays européens n'a adopté ce critère temporel de moyen terme. Aucun pays européen ? Aucun pays ayant légiféré en Europe n'a retenu ce critère. Ce qui signifie effectivement qu'on peut accéder, avec tous ces critères cumulatifs néanmoins, c'est-à-dire maladie grave, incurable, souffrance inapaisable, on peut accéder à une aide à mourir sans avoir ce critère de fin de vie prochaine. Ceci étant, quand on est dans cette perspective, il y a des critères de minutie, ou en tout cas une rigueur encore plus grande, pour nous assurer qu'on est bien effectivement dans ces stades invalidant, avancé de la pathologie ou de l'affection, puisqu'effectivement, il y a aussi cette réflexion qu'il n'y a pas que la maladie qui peut conduire à ces situations de souffrance inapaisable et de grandes pertes d'autonomie, par exemple. On a vu d'ailleurs sur LCP un magazine qui suivait un malade atteint de la sclérose en plaques, qui a très clairement choisi d'aller en Belgique, tout simplement en disant « Je ne veux pas, et c'est mon droit,
être en situation végétative, neurodégénérative complète vis-à-vis de ma famille. Je ne peux pas supporter ça. Qu'est-ce que vous faites de cette demande-là, Alexis Burnot? Quand on sait que c'est inéluctable, que toutes ces conditions sont remplies, est-ce qu'il n'y a pas une demande qu'il faut entendre? Question. Ce qui est sûr, c'est quand on a une maladie grave avancée, c'est inéluctable que la fin de vie va arriver bientôt et que la mort arrivera probablement à cause de cette maladie. Donc c'est 100% des gens. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie inéluctable que forcément on doit se suicider. C'est intéressant de savoir ce qui est possible d'ouvrir comme champ de qualité de vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est le boulot des soignants au quotidien, c'est le boulot des familles, c'est le boulot des aidants. Si vous voulez, en changeant le terme à pronostic à moyen terme, ou changer le terme à phase avancée. Moi, je travaille dans un centre de cancérologie. Les patients avec des cancers avancés, c'est tous les patients du service avec lequel je travaille. Ils sont en phase avancée parce qu'ils ont des métastases. Mais certains, malgré leurs métastases, vont répondre à une nouvelle thérapie qui n'a pas marché avec les autres. D'autres vont répondre avec de l'immunothérapie. On ne sait pas quel va être leur pronostic. Est-ce qu'on ouvre le champ de l'aide au suicide possible pour tout le monde avec le soignant qui est là à tous les... Donc pour vous, l'aide à mourir n'est jamais un acte de soin? Je pense que le faire mourir n'est pas un acte de soin. Mais l'aide, j'ai posé la question avec ce terme. J'aide avec mon équipe des gens à mourir, c'est-à-dire je les accompagne dans le temps du mourir, nous les accompagnons dans ce temps-là. Ce que je veux dire aussi, c'est que à force de dire finalement une majorité de gens vont pouvoir être aidés dans leur suicide, ça crée aussi des peurs. Ah bon, mais parce que je vais probablement me retrouver dans une situation où il faudra que je me suicide. Vous pensez que ça va ouvrir une forme de boîte de Pandore? C'est ce qu'on voit à l'étranger avec des courbes qui sont, même 20 ans plus tard, comme ça. Valérie Ménage, et je vous fais écouter ensuite la ministre. Les courbes exponentielles, il faut quand même rappeler que quand un nouveau droit apparaît, inévitablement, il va y avoir une augmentation du nombre de demandes et d'accès. Et d'ailleurs, on peut se questionner pourquoi la sédation profonde et continue, finalement, reste aussi peu utilisée, ce qui signifie que ce droit n'a pas été réellement appliqué ou que les personnes ne s'en sont pas emparées. Vous parlez de droit, vous ne parlez pas de droit, j'ai l'impression. En fait, il y a deux choses qui sont très importantes, justement, qui nous séparent. C'est que d'un côté, ce qu'on voit dans l'évolution législative de toutes ces dernières années et des 2 dernières lois sur la fin de vie, c'est qu'effectivement, il y a la mise en avant de ce droit des patients. Et la sédation profonde et continue jusqu'au décès est un droit des patients qui n'a pas été assez reconnu comme tel. Et on est déjà dans une forme d'aide à mourir, quoi que vous en pensiez, puisqu'un certain nombre de patients... Je l'ai dit dans les débats. En l'occurrence, on n'est plus dans l'évolution naturelle de la maladie. On est dans une situation où une personne peut décider du jour, de l'heure, où elle va arrêter ses traitements, où elle va être endormie profondément et durablement jusqu'à la mort. On était déjà dans une forme de réponse à une demande d'aide à mourir. Ça n'était pas l'intention du professionnel de santé, c'était la demande du patient. Donc effectivement, on est dans cette dualité d'un droit conditionnel et par ailleurs de ce qui est aussi la responsabilité des professionnels de santé de tout faire pour que la fin de vie soit la plus digne possible. Alors c'est un débat passionnant. Je redistribue la parole, mais j'aimerais vous entendre. C'est intéressant parce que la majorité aux 2/3 a voté en commission spéciale, la majorité macroniste, Modem, Renaissance. Mais la présidente, elle considère que c'est un peu trop permissif. Agnès Firmin-Lebaudot, vous réagissez, Clément Beaune, juste après. Pronostic vital engagé à court et moyen terme, on était dans l'épure de quelques mois maximum. Maladie incurable, phase terminale ou avancée, on n'a plus du tout d'engagement du pronostic vital. Donc on n'est plus du tout dans la même chose. À partir du moment où on n'a plus le pronostic vital, on élargit forcément. Alors on élargit forcément. Il y a un communiqué des malades de Charcot, la SLA, qui explique que oui, on élargit forcément parce qu'il faut répondre à ces malades-là. Vous êtes Firmin-Lebaudot, vous êtes 2/3 des Renaissances en commission spéciale. Je suis plutôt dans les 2/3, mais je veux dire 2 choses sur ce débat qui est très sensible. Bon, d'abord, personne n'a une vérité sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légiférer, il faut légiférer avec humilité, avec des parcours de vie, des expériences personnelles qui nous marquent aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accéder à un débat, une connaissance, et il faudra légiférer. Le deuxième point, c'est qu'on le voit bien sur le critère initial, mais même sur le critère nouveau qui a été voté en commission, il y aura toujours une zone de flou.
faut être honnête, je crois, comme législateur sur ce sujet. Moi, néanmoins, je pense que la responsabilité du législateur, ce n'est pas d'aller transférer en quelque sorte cette responsabilité qui est lourde sur les soignants excessivement, ou sur une, j'allais dire pire encore, pardon, sur une haute autorité à qui on dirait écoutez, débrouillez-vous. Et je crois à ce titre que le critère qui était initialement dans le projet de loi, après on est pour, contre le principe, mais il n'était pas suffisamment opérant. Et notamment, on le dit tous, quelles que soient ses positions, le critère du moyen terme. Mais cette phase avancée, elle doit être décidée par le corps médical ? Oui, mais c'est pour ça que je dis que le critère qui sera retenu, quel qu'il soit, ne réglera pas ex ante, a priori, par la loi elle-même, tout. Et il y aura forcément, disons-le sincèrement, une marge qui repose en partie sur les soignants. Mais il faut que le cadre soit clair. Oui. Si on légifère, on assume une responsabilité et on donne les critères les plus clair possible. Et après, il y a une question de fond. Moi, je pense que le cas, vous avez évoqué la maladie de Charcot ou d'autres cas, c'est un débat et je respecte les positions opposées. Qui dégénèrent beaucoup plus vite que d'autres maladies neurologiques. Vous avez une irréversibilité, une incurabilité, et les autres critères demeurent, ils sont quand même très importants. La conscience et la souffrance, c'est quand même les deux critères clés. On ne parle pas de quelque chose qui est imposé ou qui se fait dans n'importe quel cas de manière extrêmement permissive. Mais je pense que la réécriture, pour être très clair, apporte quelque chose. Sans doute, disons-le franchement, ça élargit un petit peu, mais ça clarifie aussi. Moi, j'assume l'élargissement, mais j'assume surtout la clarification. Est-ce qu'on est au bout complètement du chemin de Non, clarté, c'est le début du chemin. Non, parce que, et c'est très bien ainsi d'ailleurs, on parle souvent de procédures rapides, accélérées, etc. Là, on a du temps législatif. Oui. C'est noble, qui sera consacré à ces échanges entre les chambres, et puis d'abord dans l'hémicycle. Probablement plus d'1 an, 1 an et demi même devant nous, avec les nombreuses lectures à venir entre l'Assemblée et le Sénat. On sent bien que c'est la question de la fin de vie. Est-ce qu'il faut forcément être en fin de vie pour bénéficier de cette aide à mourir ? Vous ne parlez pas de droit. Qui doit décider de cette phase avancée ou terminale ? Est-ce qu'on peut répondre à une demande ? Je suis en phase avancée, je le dis, je veux que ça s'arrête. Donc entendre le patient et trouver l'équilibre avec les soignants. Est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver à ça dans cette loi ? Moi, je ne suis pas favorable à cette loi. Je n'y suis pas favorable. Aucune avancée, aucune ouverture. On reste à Leonetti. C'est-à-dire, alors, la loi Leonetti ne couvrait pas toutes les situations, mais cette loi ne couvrira pas davantage toutes les situations. Et moi, je ne parle pas de nouveaux droits, parce que je crois qu'un changement aussi profond, certains parlent de rupture anthropologique, ne peut pas se traduire en termes de droit. Il ne s'agit pas d'accorder un droit ou de le refuser. Il s'agit de voir quelles sont les conséquences éthiques que cela implique pour toute la société. Je donnerai 2 exemples. Madame parlait de la maladie de Parkinson et des personnes qui commençaient à avoir des troubles cognitifs. C'est intéressant qu'elle ait donné cet exemple-là. Un trouble cognitif devrait normalement ne pas vous permettre d'accéder au suicide assisté ou à l'euthanasie, puisque le trouble cognitif vous prive par moment de votre volonté libre et éclairée. Transition parfaite pour parler des directives anticipées. Ce critère-là ayant sauté dans le débat. 2e exemple, parce qu'il y a il y a 2 maladies qui ont concentré le débat. Il y a la maladie de Charcot et il y a Alzheimer. Alzheimer, quand vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, vous n'êtes pas en capacité de réitérer votre désir dans une volonté libre et éclairée de mourir. Donc normalement, la loi, dans son état initial, ne permettait pas de couvrir les malades atteints d'Alzheimer. Mais, alors, on y vient. Directive anticipée. Charcot, je rappelle juste une chose pour Charcot. Stephen Hawking, le grand astrophysicien, a vécu 55 ans après l'annonce de sa maladie, qui était la maladie de Charcot, qui a été un immense esprit. Il n'a pas demandé à mourir, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dès lors que vous résolvez la question de la souffrance, et dès lors que vous accompagnez la personne qui n'est pas laissée dans la solitude et l'enfermement de sa maladie, les demandes d'aide à mourir cessent. On n'empêche pas le droit. Alors, on donne un droit, on n'empêche pas. On ne voit pas vous mettre d'accord sur ce point. D'ailleurs, on voit bien que les clivages, ils traversent les partis politiques. C'est toute la richesse, si j'ose dire, de ce débat. Venons-en, et c'est directement lié à la question des directives anticipées. Il y a pas mal d'inquiétudes. Donc, c'est dans le titre 1. Ce n'est qu'indicatif pour l'instant, si j'ai bien compris la réécriture de ce texte. Mais en introduisant les directives anticipées, il y a un cas qui se pose. C'est le cas où le consentement n'est pas possible. Perte de conscience, peut-être trouble cognitif. Qu'est-ce qui est dit dans cette réécriture ? Si j'ai des directives anticipées et si je suis évidemment malade, incurable avec tous les critères légaux,
je peux faire primer mes directives anticipées, même sans consentement libre? Alors d'abord, l'amendement, ce qui introduit la question des directives anticipées pour l'aide à mourir, n'est que sur la partie 1 du projet de loi. Et la partie 1, c'est vraiment la partie qui parle de l'accompagnement des soins palliatifs qui sont bien trop insuffisants. Il y a un retard dans l'hôpital public en France sur l'action des soins palliatifs et des moyens. Mais du coup, cet amendement qui a été obtenu en commission n'est pas applicable parce qu'il n'est pas encore transposé dans la partie 2 spécifique sur l'aide à mourir. Donc Or, en fait, on parle de quelque chose qui n'aura pas forcément d'effet sur ma question, si je comprends bien. Exactement. Hélas, et moi je porterai, et d'autres parlementaires de différents groupes vont porter des amendements pour qu'il y ait une prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les directives anticipées. Elles ont été introduites dans la loi Claes-Leonetti, mais il y a eu trop peu d'informations. Faites un sondage autour de vous pour savoir qui connaît les directives anticipées. Vous allez être étonnés, très peu. Donc directives anticipées, c'est un petit peu comme un témoignage, testament sur comment on souhaite sa fin de vie. Je suis en pleine santé. Je souhaite pouvoir faire des directives anticipées et nommer une personne de confiance et dire, ben voilà, si j'arrive vraiment à un état où j'estime ne plus pouvoir vivre dignement, je souhaite pouvoir bénéficier de l'aide à mourir. Bon, imaginez une maladie se déclare. Si elle se déclare et qu'on est quand même sur un temps long, je vais pouvoir quand même, quelles que soient mes directives anticipées, qu'elles existent ou pas, pouvoir demander l'aide active à mourir. Sauf que si à un moment donné, il m'arrive un accident et que j'ai écrit dans mes directives anticipées que si je n'avais plus aucune de mes facultés, je souhaite bénéficier de l'aide à mourir, eh bien si à l'issue de cet accident, je suis en perte de conscience, aujourd'hui, je ne peux pas bénéficier de l'aide à mourir. Donc c'est quand même une absurdité. Ces directives anticipées ne servent plus à rien si l'aide à mourir n'est pas prise en compte. On se souvient du cas Vincent Lambert qui est un peu différent puisqu'il n'était pas encadré directement. Qu'on soit en perte de conscience ou après un accident ou après une maladie, si on a exprimé dans ces directives anticipées tel souhait, j'estime qu'il doit être pris en compte. Et la personne de confiance qu'on a nommée doit pouvoir, tout au long du processus, faire ce pourquoi elle a été nommée. C'est-à-dire l'expression de cette volonté. Valérie Ménage, on parle là de cas extrêmement rares ou pas? Quoi donc des situations de directives anticipées où finalement la personne n'est plus en capacité de réitérer son consentement. Alors, premier rappel quand même, vous avez la possibilité d'écrire dans vos directives anticipées une demande d'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc on peut aussi questionner pourquoi finalement la loi Claes-Leonetti l'autorise et ne l'autoriserait pas en termes d'accès à une aide active à mourir. Ceci étant, dans les pays, il y a très peu de pays qui autorisent un accès sur directive anticipée, en sachant qu'en plus, ils distinguent ces deux situations que vous avez évoquées, c'est-à-dire le trouble de conscience irréversible, typiquement l'accident grave qui fait que vous êtes dans un état de coma irréversible, versus cette perspective dans le cadre de maladies neurodégénératives où vous pourriez faire cette demande. Toute la question et toute la complexité, je vous rejoins sur cet accès sur directive anticipée qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre dans le cadre, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, c'est à quel moment on va considérer qu'ils sont applicables. Qu'est-ce qui va être la limite? Qu'est-ce qui va être le seuil? Qu'est-ce qui nous fait dire que cette situation est celle qu'il ne voulait pas voir arriver? Donc c'est très très compliqué dans les maladies neurodégénératives qui atteignent les fonctions cognitives. Mais je vais vous reprendre sur un point. Ce n'est pas parce que vous avez des troubles cognitifs que vous perdez automatiquement vos capacités de discernement. Et dans la situation que j'évoquais de cette personne qui a 20 ans de maladie de Parkinson, quand il voit apparaître les premières hallucinations, il est tout à fait en capacité d'exprimer une volonté libre et éclairée. Par contre, si vous attendez, il ne le pourra plus. Alors, il nous reste très peu de temps. Alexis Burneau, je voudrais qu'on termine sur un point. Personne ne sait à ce stade s'il sera in fine dans le texte voté par les parlementaires, mais c'est vrai que le texte initial, sa philosophie, c'est la règle, le suicide assisté, la substance létale. Elle est administrée par la personne elle-même quand elle est en capacité, avec un tiers à côté et un médecin pas loin. Et l'exception, c'est l'euthanasie, quand la personne n'est pas en capacité physique de faire ce geste létal. C'est un médecin après décision collégiale. Les choses sont peut-être un peu différentes aujourd'hui avec le texte réécrit. Ça vous inquiète? C'est différent puisqu'en fait, on va demander à la personne de choisir euthanasie ou suicide assisté. On sait que si elle a le choix,
elle va demander l'euthanasie. Donc ça veut dire qu'il y aura un soignant à toutes les étapes du processus. Parce que c'est une demande, manifestement. Cette idée de demande, quand on regarde la pratique, elle émerge, elle est très forte. Absolument. Ce qui nous a fait quand même beaucoup d'émotion, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une volonté qui peut être respectable. Il y a une volonté, en fait, de permettre que toute personne puisse choisir le moment où elle finit sa vie. Et donc là, il y a des garde-fous de départ, mais qui ne satisfont pas ceux qui sont à l'extérieur du garde-fou. Et les premiers amendements, ça a été « et pourquoi pas moi ? Et pourquoi pas lui ? Et pourquoi pas un tel ?» qui fait qu'on élargit sans cesse. Parce qu'on a la peur et on souhaite avoir une échappatoire possible. Moi, ce que j'observe, c'est que nous avons tous la même volonté d'essayer d'améliorer les conditions de vie en France. On le fait tous avec notre sensibilité, avec notre expérience personnelle, avec notre expérience clinique. Et donc, on a des garde-fous qui sont différents. On a un texte qui, au départ, en avait certains, et on parlait d'une suicide assisté ou d'une euthanasie encadrée. Et en quelques heures, tous ces verrous ont sauté. Ça reste très encadré. Ça veut dire quoi ? Je ne peux pas vous laisser dire ça. Pardon, madame. Alors ça veut dire, en tout cas, il y a une évolution très forte et qui, nous, soignants, nous font dire, mais ça veut dire quoi ? Quelqu'un avec une maladie d'Alzheimer, quelqu'un présente une directive anticipée, on fait quoi ? On la fait mourir, mais elle ne demande pas, parce que la directive anticipée sur quelqu'un qui n'a plus sa lucidité, ça veut dire que sur quelqu'un qui ne la demande plus. Donc en tout cas, ça fait plein de questions, ça fait plein d'inquiétudes. Mais ça veut dire que le texte initial, c'est ça qui est bien au moins avec ce texte. Moi, je pense qu'il faut revoir la copie du texte initial, puisqu'il crée cette problématique. Vous pourriez, à la SFAP, être d'accord avec la réécriture initiale ? La SFAP dit oui au texte d'équilibre tel qu'il est présenté par le gouvernement, sans réécriture, j'entends. Non, justement, je dis que le texte initial a créé ça en quelques heures. Donc il faut revoir notre copie pour essayer de penser le soin. On s'arrête là, parce que voilà, le débat est terminé, mais vous reviendrez forcément, parce qu'on va consacrer du temps. Je signale au passage qu'LCP va diffuser en intégralité, en direct bien évidemment, ce débat passionnant dès lundi, et toute la chaîne est mobilisée pour vous le faire vivre en direct. Vous restez avec moi.